la saison finale. Et on va retourner un petit peu aux sources parce que je vais réitérer ma vieille critique des débuts. C'est typique. Dans le genre, c'est pas mal fait du tout, c'est bien fait, mais c'est typique, quoi. Il n'y a pas énormément de choses qui se démarquent grandement de la façon dont est gérée la chose. Cela dit, je suis quand même reconnaissant qu'on ne soit pas tombé dans l'excès de trucs malvenus. Genre, il y a un peu d'humour, hein, c'est pas le meilleur qui soit, mais on n'en fait pas des caisses et ça ne gâche pas ce que ça raconte, par exemple. Ça, c'est bien. J'avais un peu peur que ça fasse ça, mais ça l'a pas fait, c'est bien. Sinon, ça va être, comme je dis, ultra typique. C'est juste la situation qui est grave avec tous ces drones, tous ces soldats, tous ces robots qu'envoie Horde Prime contre Eteria et notre rébellion a fini par se réfugier un petit peu parce qu'ils sont un petit peu en sous-nombre et gérer les choses de façon cachée. Tout d'abord à Mystacor, mais on verra que ça va pas bien se passer. Alors, petit défaut technique, c'est que on ressent les limitations de la chose. Je veux dire, on fait de bons environnements, l'action est pas mal et tout et tout. C'est de la très bonne animation, c'est pas le problème, mais on sent qui ne pouvait pas se permettre de mettre des tonnes de moyens dans l'animation de 50 000 trucs. Ce qui fait que les robots qui attaquent, on n'en anime pas des centaines ou quoi que ce soit, alors que, bon, ça devrait être un petit peu quelque chose de ce genre-là. Et les gens qu'on essaye de protéger, qui essayent de fuir, et ben, ils font quoi? On en voit 10 à tout casser en dehors de nos persos principaux, quoi. On voit 10 autres persos à soutenir, à sauver tout du long de cet épisode. Ce qui fait que ça manque d'envergure, ça manque de grandeur d'échelle, si j'ose dire. Mais en dehors de ça, c'est bien. Bien, hein, rien de spécial à dire. Hein, tout le monde lutte pour protéger les différents civils. On se réfugie à Mystacor. Pour une fois, Entrata montre qu'elle n'est pas parfaite, puisqu'il lui faut un certain temps avant d'améliorer le vaisseau de Mara afin de partir à direction là où se trouve Scintilla pour la sauver, hein, parce que c'est un peu leur objectif principal. Et on appuie le fait que Adora se sent mal de ne plus avoir ses pouvoirs. Elle ne peut plus se transformer en She-Ra, hein. Elle essaye même un petit peu instinctivement de faire ça. Elle se jette dans la bataille de façon irréfléchie parce qu'elle veut être un petit peu au centre du conflit, mais se rend compte qu'elle n'est pas aussi forte et elle fait un gros complexe là-dessus. Alors que les autres princesses ont encore leur pouvoir. Si j'avais un petit peu les doutes, vu que Scintilla ne peut plus trop les utiliser, on va dire que c'est une protection magique qu'il y a dans le vaisseau de Horde Prime, hein, c'est tout à fait logique, hein, ça peut tout à fait se faire comme ça. On peut partir sur cette interprétation-là, et donc voilà quoi, elles arrivent quand même à se battre bien comme il faut, à gérer ça. Mais Adora, elle a ce complexe, et au fur et à mesure des rencontres, des missions pour sauver les gens, etc., elle aura d'une part certains rêves qui la hanteront un petit peu, où il y aura des flashs de ses actions en tant que She-Ra lorsqu'elle a brisé l'épée et de ce qui pourrait peut-être se passer après. On sent que les derniers flashs, lorsqu'elle voit un petit peu la silhouette de She-Ra et quelque chose qui peut se passer après, elle verra aussi Hordak à la fin, c'est un petit peu des flashs de ses conflits futurs. Elle a ce pouvoir encore ancré en elle. Et pas grand chose à te dire de toute cette partie-là, quoi. C'est on protège, on voit comment nos différentes princesses gèrent la chose, hein. Elles en font pas trop des caisses dans leur gimmick, donc c'est pas plus mal. Scorpia copine un peu facilement avec tous les autres. À nouveau, hein, c'était évident que ça se ferait vite, hein, elle est du genre très câlin, elle. Et au bout d'un moment, il y aura Adora qui verra des clones d'Hordak, de Horde Prime, hein, qui sont tout blancs. C'est pas comme Hordak qui est en couleur, ils sont tout blancs ces clones à Hordak en règle générale. C'est plus uniforme. Et elle se dit tiens, je vais essayer de les attaquer, mais elle se fait arrêter net par Scorpio qui dit attends, tu vas pas toute seule. Et c'est là qu'elle dévoile qu'elle avait pour plan quand même de capturer un de ces gars-là et de l'interroger pour savoir où est retenu Scintilla. Et il y a Fleshdor qui dit attends, c'est pas bête ça. On n'y a pas pensé. Capturer un prisonnier et l'interroger. Waouh. Quelle notion nouvelle.
Enfin bref quoi, et ils font, il se dit ok c'est pas une mauvaise idée mais fais-le pas toute seule, donc ils y vont à plusieurs, ils en capturent un et il dit des trucs, des banalités, Horde Prime s'occupe bien d'elle sur son vaisseau, Horde Prime a tout prévu et il s'occupera de vous, il est grand, il est génial, tout ça. Tandis que elle appelle le signal que Mystacor est attaqué et donc nos héros s'y rendent pour protéger un petit peu les gens, tandis que va y avoir quelques petits problèmes, ça va pas super bien se dérouler. Va y avoir quelques petits moments, j'aurais dû en parler un petit peu entre Mika et Ténébra, et j'aurais vraiment été content de voir davantage développer leur retrouvailles, mais on saute ça, c'est dommage. Enfin bref, quoi. On appuie qu'ils sont vraiment en désaccord. Elle veut toujours se servir du pouvoir du cœur d'Etheria, Ténébra, ce qui me paraît un peu difficile. Comment exactement tu t'avais prévu ça? Enfin bref, quoi. Ils sont en désaccord, on montre qu'il y a vraiment du conflit entre eux. Ténébra qui fait partie quand même de la résistance, parce que bon, on se dit qu'on va l'utiliser, elle peut quand même servir. Et pendant l'insurrection contre Mystacor, elle sauvera rapidement Mika, en montrant qu'il y a quand même un petit lien affectif entre eux, même s'il y a quelque chose de très houleux par leur passé. C'est mignon ça, j'ai bien ces petites touches qui ont été appuyées dans cet épisode. Sinon, il y a Dora qui finira par s'effondrer en disant « Ah, t'as raison, Flèche d'Or, je ne suis pas aussi forte que je l'espérais, je peux rien faire toute seule. » Mais c'est là que Flèche d'Or lui dit « T'es pas toute seule !» Et elle se rend compte qu'elle a des amis avec elle qu'elle peut travailler avec. Ultra typique, la façon dont c'est mis en place, mis en scène, est ultra typique. Et enfin, elle comprend que elle peut encore se battre en étant un soutien pour tout le monde et pas juste en fonçant tête baissée comme une idiote. Ce qui fait qu'ils finissent par se débarrasser de cette attaque-là, de se défendre jusqu'au bout comme il faut. Mais maintenant, Mystacor est totalement dévoilé et comment on va se protéger. Et c'est là qu'Adora a une idée, ses flashs lui reviennent en tête. Et ben ces flashs lui ont indiqué aussi l'emplacement d'un endroit qu'elle avait rapidement vu avec Madame Raz. Ou alors, je sais pas, c'était dans le flashback de Mara. Non, elle a rapidement vu ça avec Madame Raz. Il y a un moment donné, je me souviens plus trop. Il me semble que c'était dans la saison 1. Enfin bref, on l'avait montré ça rapidement. Elle les amène à cet endroit reculé de la forêt des murmures et elle se dit là, personne ne nous trouvera. Mais c'est là que ses flashs deviennent plus puissants et que ça la fait s'évanouir tellement c'est violent en fait. Ce qui est un petit peu intriguant. Je ne vais pas le nier, c'est un petit peu intriguant. Qu'est-ce qui lui arrive précisément? Est-ce que ça va se régler dans l'épisode suivant? Je sais pas trop. Ce serait assez couillu de leur part de faire en sorte que She-Ra ne soit pas She-Ra, que Adora ne puisse plus se transformer durant la quasi-totalité de la saison. Et que ce soit vraiment dans les tout derniers épisodes qu'elle le puisse. Ce serait cool d'appuyer ça. Mais voilà, on n'a pas trouvé une excuse facile pour qu'elle se retransforme en She-Ra directement tout de suite. J'apprécie ça aussi, j'apprécie ça. Et sinon, du côté de Cynthia, qui est piégée sur le vaisseau de Horde Prime, qu'on appelle le grand maître, ou le grand maître de la Horde, si on a le temps en VF, et c'est moche. Horde Prime, je suis presque sûr en plus que c'était le nom qu'on donnait dans la VF, hein. Sincèrement. Je sais pas, enfin dans la VF de la première série, je veux dire, hein, la série des années 80. Donc ça fait tellement bizarre, le grand maître de la Horde. Et ici c'est le nom qu'on donnait dans la VF de la première série, et ben il y a des choses qui peuvent s'améliorer quoi. Vous n'êtes pas obligé de reprendre au pied de la lettre tous les détails de la VF de la première série, quoi. Il y a des trucs où on accepterait que vous les changiez un petit peu, hein. Le grand maître, quoi. Il n'aura pas de nom précis, grand maître. C'est pompeux, ça fait vraiment pompeux, c'est un détail. Enfin bref, quoi, on a Cynthia qui est prisonnière, Catra qui essaye de faire son beurre en voulant le conseiller un petit peu, hein, en se mettant comme son bras droit, seulement ça ne passe pas si bien que ça, quoi. Elle est beaucoup plus impressionnée par lui, et ce coup-ci, elle est beaucoup moins joyeuse, beaucoup moins vivace dans son désir de tout foutre en l'air.
Contrairement au cas avec Hordak où elle était totalement excitée à l'idée de tout conquérir, de tout détruire, là maintenant on appuie une fois de plus qu'elle a des doutes. Hordak, enfin Horde Prime joue totalement là-dessus. C'est... Ok, c'est des détails qu'on fait pour que ce soit acceptable par la suite, ce qui va se passer avec elle. En tous les cas, Cynthia et Catra ont une petite discussion pour dire que même si Catra s'en sort mieux qu'elle, et elles sont un peu dans le même bateau, hein, même si elles se reconnaissent pas tout de suite comme alliées, il y a quand même cet échange qui donne l'impression qu'elles sont un peu dans le même bateau, hein, même si l'une s'en sort mieux que l'autre. Et c'est là que Hordak montre bien sa supériorité en invitant un petit peu les deux à déjeuner, dîner, je sais pas trop, déjeuner, vu que ça se passe en période de journée sur Terre parallèlement. Enfin, c'est difficile, on est dans l'espace, hein. Il n'y a pas vraiment de jour et de nuit, hein. Je sais pas pourquoi je me pense sur un détail à la con comme ça. Bref, il invite Cynthia à dîner et on voit la manipulation très basique. Du genre, vous aimez ce plat? Ça vient d'une autre planète que j'ai conquise. Malheureusement, on ne peut plus trop en faire de nos jours. C'est ce genre de truc. Alors, c'est pas mal fait du tout, hein. J'aime ce genre de caractère, mais ça manque un tout petit peu de quelque chose pour démarquer ça, si j'ose dire. Mais il est très efficace, hein. Je vais pas non plus dire une seconde que c'est mal fait. Il est efficace. Et honnêtement, j'aime cette configuration. La configuration que vous mettez en place et à la fin de la saison précédente et que vous suivez, pour l'instant, elle me va bien. Donc je vais pas trop me plaindre de ça. Le fait est qu'elle manipule Scintilla, on lui montrera une retransmission en direct ou pas du combat sur Terre lorsque les choses vont mal pour nos héros. Bien entendu, hein, ce serait tombé au moment où Adora reprenait du poil de la bête et où il gagnerait. Il l'aurait bien eu dans l'os parce que il n'aurait pas eu autant l'effet escompté. Mais voilà, ça permet à Horde Prime de faire peur à Scintilla qui finit par dire non, ne tuez pas Adora, vous aurez besoin d'elle si vous voulez utiliser le cœur d'Eteria. Donc elle donne certaines informations à Horde Prime qui est content et donc il a un petit peu cassé là sur le coup. Tandis qu'il assoit sa supériorité auprès de Catra en lui disant tiens, j'avais pas vraiment besoin de toi pour les informations que tu disais détenir toi-même et je sens bien qu'il y a quelque chose qui t'agace, que tu ressens quelque chose pour cette Adora lorsque je t'ai vu réagir en montrant ces images. Donc voilà, je te tiens bien, je domine tout. Pour l'instant, il est bien fait. Hein. C'est le conquérant qui a de la bouteille. Hein. J'ai l'impression qu'il est dans l'espace depuis des lustres, celui-là, et qui sait ce qu'il fait, qui sait être assez délectable dans sa vilainie. Hein, il passe bien et ça se termine là. Et ça promet pas mal. Bon, c'est un bon départ, hein. Comme je l'ai dit, un petit pic. Et j'ai pas vu énormément de développement là-dedans qui démarquait énormément ça, mais c'était bien fait. Je vais pas avoir beaucoup de choses à dire de plus là-dessus. Hein. Voilà, je sais que ça peut paraître un peu bizarre cette critique c'est typique, mais le principe avec ces mises en place typiques, c'est que il faut que ce soit votre cam, ce genre d'approche, sinon ça vous marquera pas. Moi-même, par exemple, je ne suis pas particulièrement fan de pas mal de mises en scène à la post-apocalyptique. C'est pas mon truc. Il y a des mises en scène très typiques de scénarios post-apocalyptiques, et moi, ça me fait pas grand-chose, ça. Sauf si on emploie bien ces tropes, ces ficelles, et qu'on leur donne suffisamment de nouveautés pour les démarquer justement et qu'elle donne une saveur particulière à cette façon d'apprendre les choses. Et voilà, quand on attaque des ficelles qui me plaisent bien et qu'elles sont typiques, ça passe mieux que lorsqu'on attaque des ficelles qui me plaisent pas plus que ça et qui sont typiques. C'est sûr, hein, c'est la logique que j'essaye d'appuyer un petit peu là-dessus. Donc là, c'est typique, c'est du typique qui me plaît d'habitude, donc ça m'énerve pas autant que d'autres fois, enfin ça m'ennuie pas autant que d'autres fois, mais ça reste typique. Donc, faut voir si on jongle mieux là-dessus par la suite, si ça peut aller plus haut que ça, mais ça peut promettre beaucoup pour l'instant ce démarrage de saison 5. A bientôt pour l'épisode 2, bye.